Émission que vous propose la FM Télévision. Nous sommes au cœur de l'actualité. Vous savez que l'actualité depuis le début de la semaine reste dominée par la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala, et le week-end était dominé par le retour de Martin Fayulu, l'homme du dialogue, et la situation sécuritaire à dans l'est de la République démocratique du Congo reste toujours préoccupante, mais la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala fait couler encre et salive, une situation, je dirais, qui vient envenimer déjà les relations tendues entre le magistrat et le ministre de la Justice. C'est du jeu de ping-pong qui a raison dans tout ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Le vice-ministre de la Justice, dans ses premiers propos, a accusé le magistrat, selon lui, que ce sont eux qui seraient à la base de cette situation. Le magistrat, hier, par un communiqué lu conjointement par le représentant du Conseil supérieur de la magistrature, on dit qu'ils n'ont que le choix de mettre en détention préventive toutes ces personnes qui nuisent aux paisibles citoyens. Et on se pose plusieurs questions. À quoi cela va nous amener ou à quoi cela va aboutir? D'autant plus que nous avons déjà perdu plus ou moins 129 Congolais. C'est vrai qu'ils étaient des détenus, mais du moins c'est 129 Congolais qui viennent de mourir et qui s'ajoutent au-dessus de millions de Congolais que nous avons déjà perdus par rapport à la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Sur ce plateau, j'ai monsieur Jean-Claude Tshibangou, il est le président du parti politique Rassemblement des démocrates chrétiens, en abrégé RDC. Nous avons tant cherché à l'avoir sur notre plateau. Je dirais que ça fait 3 mois qu'on a planifié des programmes mais qui n'a pas abouti. Dieu seul sait pourquoi il a permis que ça soit aujourd'hui. Monsieur Jean-Claude Tshibangou, bonjour. Bonjour, je voudrais apporter une petite dimension. Monsieur, certes, je suis professeur d'université, effectivement, voilà, professeur de droit à l'université de Kinshasa. Voilà. Président du parti politique. Bon, je n'ai pas voulu insinuer le professeur parce qu'ici on parle plus politique. Okay, on nous a toujours dit que les professeurs sont apolitiques. C'est pourquoi je suis resté dans votre dimension de président d'un parti politique. Non, c'est faux. Les professeurs ne sont pas politiques parce que, au fait, le professeur, dans sa mission, en dehors de la formation, il doit aussi rendre service à la nation. Et la seule manière de rendre service à la nation, c'est par son expertise, en versant son expertise dans le panier du savoir congolais. Et si c'est le cas, je dirais gloire à Dieu. Voilà, merci beaucoup. Avant d'entamer notre thématique, comment se portent les rassemblements de démocrates chrétiens? Le rassemblement de démocrates chrétiens se porte bien, parce que nous venons de nous relever d'une chute. Comme vous le savez, nous nous sommes lancés aux élections dernières et nous n'avons pas eu d'élus. Alors nous sommes en train de nous relever, parce que l'idéal dans une chute, ce n'est pas de rester par terre, c'est de savoir se relever et continuer la lutte. Et donc, si vous me voyez ici sur votre plateau, ça veut dire que nous sommes en train de nous relancer en termes de lutte, en termes de combat, parce que aussi longtemps que nous n'avons pas encore atteint nos objectifs, celui, entre autres, de conquérir le pouvoir et de l'exercer le plus longtemps possible. Et donc, nous sommes en train de continuer à respirer derrière cette lutte-là. Voilà, merci beaucoup. Je pense que tous ces membres du parti RDC qui vont vous suivre vont trouver leur part. On entre déjà dans le vif du sujet parce que c'est depuis le début de la semaine que nous avons tous connu cette tentative d'évasion dans la prison centrale de Makala. Déjà d'emblée, comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle? Bon, cette nouvelle nous a choqués. Nous a choqués parce que nous nous sommes dit jusqu'à quand allons pleurer nos morts. C'est déjà assez à l'Est, c'est déjà assez dans le banditisme urbain que nous sommes en train de vivre. Oui. Et s'il faut encore continuer à compter les morts, vous en avez vu le nombre. Et d'après
les derniers rapports du ministre de l'Intérieur, la dernière communication du ministre de l'Intérieur. On parle de 129. 129. C'est 59 blessés. C'est énorme et ça ne peut que déranger. Ça ne peut que déranger, mais cela revient pour une seconde fois. On avait eu à connaître ça à l'époque. Tout le monde a traité ça de l'évasion de Mondantemi et aujourd'hui, on a connu ce qu'on a connu. Mais est-ce qu'il fallait que cela arrive encore pour que les dirigeants puissent chercher à prendre des mesures, ou c'est parce qu'il y a un monde fou, je peux le dire comme ça, parce que la prison destinée à 1500 prisonniers, aujourd'hui nous en sommes à 15 000, selon le rapport du ministre de la Justice. Est-ce que ce surnombre-là aussi ne serait pas à la base de cette tentative d'évasion? Bon, vous savez, cela fait partie des politiques publiques en ce qui concerne la politique carcérale. Comme vous le savez, et vous venez de le relever, en principe, cette prison centrale était destinée à recevoir un nombre fixé, 1500 de détenus. Nous sommes à peu près 15 000. Donc, il y va du ministre de la Justice de pouvoir, comment dirais-je, mettre en place des politiques publiques pour pouvoir résoudre ce problème carcéral. Vous savez, nous avons un problème ici en RDC, il n'existe pas de maison de détention. Oui. Parce que la prison centrale de Makala, c'est une prison destinée à accueillir les condamnés. Mais le magistrat, dans son instruction, dans sa mission de poursuivre, dans sa mission d'ouvrir une information, il peut, lorsque l'instruction l'impose, mettre quelqu'un sous mandat, un prévenu sous mandat d'arrêt provisoire. Et le seul endroit où il peut envoyer un détenu sous mandat, mettre un détenu sous mandat d'arrêt provisoire, c'est la prison centrale de Makala. Donc, il faut prévoir d'autres prisons ou, bien entendu, des maisons de détention pour pouvoir désengorger la prison de Makala. La solution, la démarche qu'entreprend le ministre d'État, le ministre de la Justice, elle est défendable, mais c'est pas ça l'idéal. De libérer, bien entendu... L'idéal, c'est quoi alors? L'idéal, c'est de construire d'autres prisons. Mais ça prendra du temps. Mais ça a pris du temps pour construire le centre financier. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris ce fonds-là pour construire une autre prison? Il faut avoir le sens des priorités. Ok? Qu'est-ce que nous voulons? De quoi parle-t-on? Il faut avoir le sens de priorité. Est-ce que, pour le moment, dans le contexte actuel, parce que tout est prioritaire. Oui, effectivement. Mais il faut sélectionner les priorités. Si nous voulons lutter contre la corruption, lutter contre la corruption, lutter contre la criminalité, lutter contre les banditismes urbains, il faut prévoir des endroits où on peut placer comment dirais-je, tout ce qui enfreigne l'ordre social. Okay? Donc on ne peut pas les entasser. Au-delà de tout, c'est vrai qu'ils sont poursuivis, mais au-delà de tout, ce sont des humains. Il faut les placer dans des conditions carcérales, comment dirais-je, plus humanistes possibles. Okay? Les conditions dans lesquelles ils sont placés, je crois que c'est déplorable. C'est d'ailleurs ce qui a amené à ce que nous avons tous déploré. Le premier jour, le vice-ministre de la Justice a parlé de deux morts. Après, tard dans la soirée, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a sorti un communiqué. Après, je dirais, les études ou les enquêtes menées, on a relevé le nombre de morts à 129 morts. Mais le vice-ministre de la Justice a accusé le magistrat, alors que nous savons déjà que le magistrat et le ministère de la Justice sont en froid, parce que le magistrat accuse le ministre de la Justice à faire des choses sans peut-être suivre la procédure ou chercher à montrer à la face du monde que c'est lui le ministre. Et cela a suscité la tollée. C'est même lundi la soir. Au moins, le ministre, je le dis comme le commun des mortels le dit, ministre Salabino, vice-ministre Salabino de la Justice, Salobi Batubakou Faïmi Balé, alors que Batubakou fit 129. Et cette différence-là, cet écart-là, dans la population, ça commence à craindre. Les gens se posent la question de savoir, est-ce que le nombre qu'on nous a donné
dans les communiqués officiels est exact. C'est pourquoi même hier, la Senco a, via un communiqué, a dénoncé la banalité avec laquelle, ou la légèreté avec laquelle on nous a annoncé les 129 morts. Vous, en tant que citoyen congolais, je ne parle pas encore de politique, comment est-ce que vous jugez cette façon d'annoncer le décès de 129 Congolais? Bon, c'est une question de responsabilité politique. Quand on est responsable, il faut se comporter en conséquence. Ok, c'est vrai qu'il y a eu un bilan. Bon, ils ont étalé un bilan provisoire. Alors, lorsqu'on dit un bilan provisoire, c'est qu'on se dit que les enquêtes sont en train de se poursuivre. Et dans ce bilan, ou par rapport à ce bilan provisoire, on nous a parlé de ce nombre-là. Ben, c'est le ministre, le vice-ministre de la Justice qui nous a révélé, comment dirais-je, ce bilan-là provisoire. Ben, c'est de sa responsabilité de nous dire pourquoi est-ce qu'il nous a révélé ce nombre-là et qui soit contraire au nombre, au finish, que vient de nous révéler le ministre de l'Intérieur. Ok? Bon, au-delà de tout, je crois que les magistrats et le ministère de la Justice, le ministre de la Justice ne peuvent pas être en contradiction. Parce que tous, ils poursuivent le même objectif. C'est-à-dire que la bonne administration de la justice, une justice équitable. Alors si vous voyez ces deux institutions-là se rentrer dedans, c'est qu'il y a quelqu'un qui est en train de marcher sur le pied de l'autre. Mais qui sait? Qui marche sur le pied de l'autre? Parce que hier, le Conseil supérieur de la magistrature a fait un communiqué disant que c'est vrai que tout le monde ne peut pas aller à la prison de Makala, mais ils sont quand même obligés de mettre sous mandat d'arrêt provisoire toutes ces personnes qui dérangent les paisibles citoyens congolais de vivre aisément. Mais du moins, du côté du ministre, ils interdisent d'envoyer, il a même traité ça de fait bénin. Alors, ça, la chance nous incombe parce que vous êtes aussi juriste. Qu'est-ce que le ministre, qu'est-ce qu'on peut traiter de fait bénin et qu'est-ce qu'on peut traiter de fait grave? Bon, vous savez, la justice élève une nation. C'est un concept universel qui explique que la justice est un pilier fondamental d'une, comment dirais-je, d'une organisation, comment dirais-je, de la nation et est un pilier fondamental pour la prospérité d'une nation. Et donc, lorsque la justice, elle est juste, elle est appliquée de manière équitable, elle favorise un climat de confiance entre les citoyens et les institutions. Alors, ce n'est pas bon qu'il y ait ce climat-là de méfiance entre les citoyens et les institutions. Vous savez, le ministre de la Justice, lui, dans sa mission, c'est de définir les politiques publiques dans le secteur de la justice. Le ministre de la Justice n'est pas l'autorité hiérarchique des magistrats. Son autorité se limite qu'au niveau du pouvoir d'injonction. C'est-à-dire que de donner l'injonction au procureur général près la Cour de cassation, au procureur général près la Cour d'appel ou à l'auditeur supérieur militaire. Et ces derniers ont le devoir de donner suite à la fin de l'information. Et ce pouvoir se limite à ce niveau-là. L'autorité hiérarchique du magistrat, c'est le Conseil supérieur de la magistrature. C'est le Conseil supérieur de la magistrature qui est le garant de l'indépendance des magistrats. Donc le ministre n'a pas à aller empiéter dans la mission du magistrat. La mission du magistrat, par exemple le magistrat du parquet, est de poursuivre, c'est-à-dire que réunir les éléments oui. Et de poursuivre auprès de la juridiction compétente. Si le magistrat estime dans les éléments qu'il a réunis, qu'il soit obligé de mettre un prévenu sous mandat d'arrêt provisoire, c'est ça, ça relève de sa mission. Et le ministre n'a pas à interférer dans cette mission-là. Et lorsque nous vivons de telles contradictions, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a dépassé ses limites, parce que chacun connaît les limites, ses limites, chacun connaît les règles établies, et je pense qu'ils doivent être en accord et mettre en place un cadre de concertation
pour voir dans quelle mesure appliquer les règles établies et qui sont connues. Mais déjà, ils sont en froid. Est-ce que ça, c'est là? Ils ne peuvent pas être en froid, ils doivent trouver un terrain d'entente. C'est là où je laisse intervenir ce cadre-là de concertation, où ils vont se concerter et voir au regard des compétences des uns et des autres, comment appliquer les règles établies, qui sont connues. Mais une question de curiosité, toutes ces ONG de droits de l'homme, les mouvements, nous avons toujours senti quand il y a quelque chose, les mouvements citoyens, les ONG de droits de l'homme, mais à ce jour, ces ONG-là ne se manifestent pas alors qu'il y a eu quand même 129 morts. Et ces morts-là, ce sont des Congolais. Toutes ces ONG des droits de l'homme, on ne les ressent pas. Et même en interne, les revendications ou les dénonciations viennent à peine à compte-gouttes. C'est vrai, la CENCO a essayé de lever les tons. Hier, nous avons vu un communiqué des ambassadeurs accrédités en République, les ambassadeurs de l'Union européenne accrédités en République démocratique du Congo, qui ont aussi dénoncé. Mais apparemment, c'est comme si c'est un événement qui effraie tout le monde et les gens ne veulent pas en parler. Bon, effectivement, cela doit interpeller les uns et les autres. Nous, au niveau du RDC, nous avons fait cette même observation. On dirait qu'il s'agissait d'un fait bénin, même s'il s'agit d'un seul mort. Cela doit interpeller les uns et les autres et même le pouvoir en place pour que l'on puisse tirer au clair cette question-là qui a dérangé tout le monde. Et donc, nous estimons qu'il y va de la responsabilité du pouvoir en place et bien entendu du ministre sectoriel, c'est-à-dire des ministres sectoriels. Il y a le ministre de l'Intérieur, parce que ça s'est passé dans la parcelle de son pouvoir. Il y a le ministre ministre d'État, ministre de la Justice. C'est dans ses prérogatives de pouvoir nous dire clairement qu'est-ce qui s'est passé. Parce que la prison centrale n'est pas comme toutes les prisons, même si on peut tout dire, mais on peut peut-être dire que non, bon, il s'agissait d'un soulèvement, ok, d'un soulèvement en interne, parce que ça peut arriver, même dans d'autres cieux ça arrive, lorsque comment dirais-je, les détenus ne sont pas contents de leurs conditions carcérales, ils peuvent se soulever, mais ça ne peut pas se solder en autant de morts. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'on tire? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on nous dit, dans le communiqué, il a fallu évader. Oui, ils ont dit qu'il n'y a pas eu d'évader, mais il y a 24 prisonniers qui ont succombé. Ah ben justement, nous attendons, ça c'est un bilan provisoire. Nous attendons, comment dirais-je, le dernier communiqué. Jusque-là aussi pas de sanctions, alors que dans des situations pareilles, on devait déjà avoir des sanctions, surtout qu'il y a des responsables donc, qui sont censés nous dire qu'est-ce qui s'est réellement passé, mais les sanctions ne suivent pas là où des Congolais perdent leur vie. C'est pourquoi j'ai dit c'est une question de responsabilité. C'est une question déplorable qui a déçu tout le monde. Et quand on parle de sanctions, la première sanction, en principe, dans d'autres cieux, les ministres concernés devraient démissionner avant de pouvoir sanctionner qui que ce soit. En principe, cela relève de la faiblesse des politiques publiques dans ce secteur-là, parce qu'on ne peut pas concevoir que dans une prison, dans une maison carcérale, qu'on l'on dénombre autant de morts suite à un soulèvement interne. Quand je dis soulèvement interne, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé en interne, personne n'est sorti de l'enclos, parce qu'on a dit qu'il n'y a pas d'évadés, il n'y a pas eu d'évadés. S'il n'y a pas eu d'évadés, est-ce que ça a nécessité l'ouverture de feu? Est-ce que ça a nécessité? On sait comment on maîtrise. Généralement, ceux qui sont à l'intérieur de la prison, les gardes qui sont à l'intérieur de la prison, généralement, ils n'ont pas d'armes à feu létales. Okay? Mais c'est ceux qui sont à l'extérieur qui sont dotés d'armes à feu. Parce que ça, c'est le dernier rempart. Est-ce que ces prisonniers-là avaient atteint jusque les derniers enclos? Je ne pense pas, d'après les rapports. Donc, tout s'est passé en interne. Comment ça se fait que les prisonniers quittent d'un pavillon jusqu'à un autre? Parce que moi, de temps en temps, en tant qu'évoluant dans ce secteur-là, j'ai déjà visité la prison de Makala, et la façon dont on barricade les entrées, etc. C'est pas facile de sortir, de quitter d'un pavillon
à un autre. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous attendons les conclusions finales. Voilà, nous attendons les conclusions finales, on ne veut pas trop en parler, surtout que de là où nous sommes censés avoir les informations, ils nous donnent des informations en compte-gouttes, mais ça fait quand même mal, c'est déplorable, perdre, c'est vrai qu'ils sont des détenus, mais ils ont quand même droit à la vie. Ce n'est pas parce qu'on est détenu qu'on n'a plus droit à la vie, et nous connaissons tous que plusieurs personnes qui sont en détention à Makala, certains sont des innocents, certains n'ont même pas de dossier, ils ne savent pas par où commencer. Nous l'avons vu avec la visite du ministre d'État, le ministre de la Justice. Ils se sont quand même déchaînés, ils ont dit des choses au ministre, et avoir 129 détenus perdre la vie, ça fait quand même mal. Et il y a 59 qui sont blessés, qui sont à l'hôpital. Donc ça fait quand même mal. Mais nous attendons, comme l'a dit notre invité, nous attendons le communiqué final pour que chacun de nous puisse comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé à la prison centrale de Makala. Nous allons aborder la deuxième thématique, c'est je n'appellerai pas ça fameux dialogue, mais je parlerai du dialogue tant préconisé par Martin Fayoulou. Il s'est dit qu'il est temps que les Congolais se mettent autour d'une table pour parler de tout ce qui concerne la République démocratique du Congo, de la sécurité à l'économie, la santé, mais du moins, il faudra que les Congolais puissent se retrouver autour d'une table. Et cela aussi a suscité une tollée dans les réseaux sociaux. Certains opposants ont réagi, l'accusant de jouer le jeu du pouvoir. Et certains Congolais pensent, parce que nous avons aussi eu à faire un baladeur sur ça, certains Congolais pensent qu'il n'est plus temps d'aller au dialogue parce que nous en avons eu tellement et ça n'a pas apporté de fruits. Et aujourd'hui, je rétorque la même question à monsieur Jean-Claude Tshibangou, président d'un parti politique, proche du pouvoir, mais est-ce qu'il est temps que nous puissions répartir pour un dialogue? Le dialogue en politique est toujours permanent. Le dialogue dans le contexte politique actuel est un must, c'est un impératif. Parce que on ne peut pas construire une cohésion nationale sans inclusion. Vous savez, nous sommes une génération sacrifiée. Notre génération ici. Sacrifié, c'est-à-dire que nous sommes une génération qu'on a offert en sacrifice, parce que les générations précédentes, le Lumumba et autres, n'ont pas préparé notre lit. Ils ont passé le temps à se quereller, le pouvoir, et passer à côté de l'essentiel, l'organisation de la nation. C'est fait exprès. C'est fait exprès. C'est fait exprès. C'est fait exprès. Une génération sacrifiée, parce que d'une part, on n'a pas préparé notre lit par les générations précédentes. Oui. Une génération sacrifiée d'autre part, parce que nous devrions nous offrir, nous, cette génération actuelle, nous offrir en sacrifice pour les générations futures. Vous savez, il y a des moments, mes enfants, le matin, lorsque je les accompagne à l'école, souvent ils me pressent. Papa, il est 7 heures, il faut qu'on y aille. Je me dis, quand je regarde mes enfants se précipiter pour aller à l'école, je me demande c'est pour quel Congo? C'est pour quel Congo de demain? Ils étudient pour quel Congo? C'est maintenant qu'on doit laisser la place à la réflexion. C'est maintenant. Et s'il y a eu des dialogues, c'est parce que ces dialogues-là n'étaient pas francs. Vous savez, Lumumba, dans son discours, dans un de ses discours en 1959, il parlait déjà de la balkanisation. Il s'opposait déjà à la balkanisation. Dans l'un de ses passages, de ses interventions, il a dit, je cite, peut-être Thomas Louaka va me corriger, le plan de balkanisation est établi. Le complot est mondial. Vous avez entendu le ton qu'il a utilisé. Le plan de balkanisation est établi. Qu'est-ce que les concepteurs de ce plan-là ont pu réaliser matériellement depuis 1959 jusqu'à ce jour pour mettre en activité ou pour concrétiser leur plan? Je suis sûr qu'il y a des activités qui se sont, même la faiblesse de l'armée, même les contradictions qu'il y a au sein de la politique. C'est fait exprès. Alors, qu'est-ce que nous, qui avons aussi entendu, qui avons aussi suivi Lumumba, qu'est-ce que nous, en contrepartie, nous faisons pour barrer la route à ce plan-là? Nous sommes dans la distraction. Et c'est fait exprès. Le Congo, c'est comme un arbre avec des bons fruits. Si vous ne voyez pas de serpents, dedans, vous verrez des fourmis, vous verrez des oiseaux,
vous verrez des hommes. C'est-à-dire que on ne sera jamais tranquille tant que l'on aura ces richesses-là. Il faudra maintenant que nous, Congolais, nous prenions conscience de ce que nous, en tant qu'arbres à bons fruits, nous représentons pour nous-mêmes et ce que cet arbre-là représente pour les autres. Et c'est cette prise de conscience qui va dicter une attitude en nous. Parce qu'on ne peut pas taire l'insécurité à l'Est tout en étant divisé en interne. Si nous sommes faibles à l'Est, c'est parce que nous sommes divisés en interne. L'ennemi qui est dans la matérialisation de son plan depuis 1959 trouve du répondant en interne. Mais si nous sommes soudés en interne, l'ennemi n'aura plus de répondant et nous allons tous avoir un regard. C'est-à-dire que nous allons regarder le problème de l'Est comme un seul homme, okay, avec un seul objectif, c'est de mettre fin. Et donc, c'est là où intervient la dimension dialogue. Et ce qui refuse, je suis favorable à ce dialogue parce que c'est un impératif. Parce que tout ce qui est en train de se mettre en place, il ne faut pas faire la politique de l'autruche. Hein. Tout ce qui est en train de se mettre en place de par les élections qui se sont déroulées il y a une année, décembre 2020, en décembre, vont nous amener nulle part. Mais les institutions sont là, le gouvernement est là, les institutions sont là. Dans quel contexte? Quand vous le voyez, même les acteurs, ils ne croient même pas au changement. Ils ne croient même pas au changement. Cette affaire d'Union sacrée, là, ils ne croient même pas au changement. Parce que s'ils avaient foi au changement, cela allait dicter un comportement. D'ailleurs, on n'a pas été pressé. On n'a même pas été pressé pour mettre en place ces institutions-là. Alors que le pays vit un contexte d'urgence, vit en état d'urgence. Et lorsqu'on est en état d'urgence, on se comporte en état d'urgence. Mais la façon dont les choses sont en train de se déployer, moi je vois en tant que avant-gardiste, je vois que ça va nous amener nulle part. Il y a déjà eu un mauvais départ au niveau des élections, je ne voudrais pas m'étendre là-dessus, ok, parce que nous connaissons tous comment elles se sont déroulées. Nous avons été candidats, nous savons comment elles se sont déroulées. Lorsqu'il y a un mauvais départ, même dans les compétitions banales, on revient. Vous ne craignez pas d'être contredit parce que vous êtes. Mais c'est parce qu'il y a des gens qui comprennent pas. Proches du pouvoir. Qui ne comprennent pas la démarche. Vous ne craignez pas. Proches du pouvoir parce qu'il y a des gens qui sont en train de se satisfaire de leur position. Le problème avec les gens tellement qui développent la culture, comme on appelle la culture de la voix, la culture du ventre. Vous savez que nous sommes le rassemblement des démocrates chrétiens. Nous avons comme fondement la Bible. Ok? Et dans la Bible, quelque part dans Genèse, il est dit, Dieu, lorsqu'il donnait des recommandations à l'homme, il lui dit dominer la terre, assujettisez-la, etc. Mais nous voyons dans d'autres cieux, le blanc a dominé le ciel avec des gratte-ciel, a dominé le ciel avec des avions, a dominé la terre, etc. Mais nous sommes encore au niveau de domination du ventre. C'est ce qui fait que, parce qu'on est encore au niveau de la culture du ventre, au niveau de la culture de la voix, qu'on ne peut pas laisser la place à la réflexion. Parce que ceux qui sont au pouvoir, ils estiment que bon, ils sont satisfaits de leur situation, ils ne veulent pas élargir le cercle, parce que élargir le cercle, appeler à l'inclusion, ça va donner des possibilités à d'autres personnes d'entrer, et eux, comme ils se connaissent limités, ils savent que peut-être qu'ils seront écartés. Ok? Mais si nous pensons Congo, nous allons arriver à la conclusion que ce dialogue-là est un impératif. Et le chef de l'État, en tant que leadership, en tant que locomotive, il doit tirer les wagons, quel que soit le nombre, quel que soit le poids des wagons, il doit tirer le wagon vers une direction commune. Et en tant que leader, il doit susciter ce que moi j'ai appelé, ce que nous, au RDC, nous avons appelé l'effet drapeau. C'est-à-dire, lorsque le pays est menacé, la population a tendance à se regrouper devant un leader pour faire face, pour barrer la route à cette menace. Vous avez vu à l'époque de l'attaque de World Trade Center. Mais Bush, qui était président, je pense, il n'avait pas la popularité, une grande popularité, c'était à 50 quelques %. Mais ça a augmenté, ça a monté jusqu'à 90 parce que ce soit républicain, il n'y avait pas de républicains, il n'y avait pas de démocrates. Tous les Américains et même la communauté internationale étaient derrière Bush pour lutter contre le terrorisme. Et vous avez vu les résultats. Donc c'est la même chose. Nous avons un danger à l'est du pays. Le pays est en train de se noyer. Le pays est en train d'aller entre les mains des étrangers, des ennemis. Mais
nous ne pouvons pas continuer à faire semblant comme si tout allait bien. Ok? Parce que la façon dont nous sommes en train de dérouler les choses en matière politique ne va nous amener nulle part. C'est pourquoi il faut s'arrêter, parce que nous sommes partis d'un mauvais départ. Il faut s'arrêter et laisser la place à la réflexion. Mais laisser la place à la réflexion, c'est vrai. Ça sera un dialogue autour des politiques. Vous venez d'évoquer ici. Toutes les parties prenantes. Bon, toutes les parties prenantes, mais la majeure partie, ça sera le politique. Voyons déjà l'opposition. Les opposants contredisent Martin Fayoulou, l'accusant de travailler pour le camp du pouvoir. Certains l'ont taxé d'une personne qui avait perçu de l'argent pour jouer le jeu du pouvoir. Et dans le commun de mortels, le commun de mortels se pose des questions. Est-ce qu'il faut seulement que nous allions encore de dialogue en dialogue? C'est vrai que vous évoquez la situation sécuritaire dans l'Est. Alors, nous allons entrer en profondeur. Mais à ce jour, vous êtes parmi les rares partis proches du pouvoir qui soutient une idée venant de l'opposition. Moi, de notre côté, de mon côté, je me pose la question, est-ce qu'en sortant de ce plateau, ceux qui sont dans la majorité ne vont pas vous taxer d'une personne qui va déjà du côté de l'opposition? Parce que nous savons comment est-ce que actuellement les choses marchent. Tout ce qui est de l'union sacrée, vous qui soutenez le régime, que ce soit bon ou mauvais, vous devez dire oui. Et tout ce que l'opposition fait, ou toutes les démarches qui peuvent entreprendre les opposants, que ça soit bonne ou mauvaise, vous devez dire que c'est mauvais. Et aujourd'hui, c'est une prise de position de votre part. Vous l'avez dit, vous soutenez le dialogue. S'il arrivait qu'une réunion de l'Union sacrée ou des partis proches du pouvoir s'organisait, que le parti politique RDC devait prendre part, que vous devez défendre votre appartenance dans l'idée du dialogue de Martin Fayoulou, vous la défendez comment? Mon cher ami, c'est une question de pragmatisme, c'est une question de réalisme. Si j'ai adhéré à l'Union sacrée, c'est pour une raison de vision. Ok? Une vision, c'est une perception. Je dis, moi, mon objectif, c'est atteindre là-bas. Parce que comme quelqu'un a dit, le destin de l'homme est individuel, mais la route qui mène vers ce destin-là, elle est collective. C'est pourquoi j'ai pris position au sein de l'Union sacrée pour qu'ensemble, on puisse atteindre le même objectif, qui est le bien-être du peuple congolais. Donc, ça ne doit pas déranger. Ok? Parce que si vous posez la question au président Félix Tshisekedi, qu'est-ce qui motive sa politique, il va vous dire le bien-être du peuple congolais. Si vous posez la question à Fayoulou, il va vous dire la même chose. Vous posez la question à Mbemba, Jean-Pierre, il va vous dire la même chose. Vous posez la question à qui que ce soit, à Moïse Katumbi, il va vous dire le bien-être du peuple congolais. Mais si nous tous, nous nourrissons comme idéologie le bien-être du peuple congolais, pourquoi est-ce qu'on doit être divisé? Pourquoi est-ce qu'on doit être divisé? Ok? Si on est divisé, c'est parce qu'il y a des uns qui ont des ambitions bien défendables et d'autres qui ont des ambitions individualistes. On ne doit pas continuer à développer ce que nous avons appelé au RDC la politique de la mère particulière. Il nous faut une mère générale, une mère incolore, une mère sans clivage, une mère qui incarnerait l'unité d'esprit et de cœur. La mère particulière, c'est-à-dire ce que Fayoulou a dit, c'est une mère particulière. Ceux qui sont du côté de Félix Tshisekedi, qui est aussi notre mère particulière, même si je trouve que c'est défendable, je vais toujours dire non. Parce que vous savez que nous pouvons être en contradiction. Mais si toi, tu développes une philosophie, une logique défendable, même si nous sommes en contradiction, je vais te reconnaître ce mérite-là. C'est que les gens ne veulent pas accepter. Mais c'est difficile chez le Congolais de reconnaître le mérite de l'autre. Mais il faut qu'un jour on arrive à ça. C'est ça l'idéal. Sinon, où nous allons et de quoi parlons-nous? Où nous allons, de quoi parlons-nous? Et qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons ici? S'il ne faut pas atteindre l'idéal. Et l'idéal, c'est le bien-être du peuple congolais. Alors qu'est-ce qu'on fait? Dans ce contexte, est-ce qu'on peut atteindre cet idéal-là? Moi, j'ai dit non. C'est pourquoi j'ai laissé venir, nous, au RDC, allant dans le sens de Fayoulou, parce que nous avons même l'idée
Peut-être que les gens diront. Et cette idée-là taraude l'esprit de tous les politiciens là, même ceux qui sont contre. Parce qu'ils se disent, bon, ah, mais j'aurais été le premier à apporter cette idée. Mais comme l'autre a sauté premier, comme on est dans la politique de la mère particulière, je dis, bon, comme votre maman a préparé, même si ma mère a mal préparé, je dirais toujours ma mère, Non, Fayulu a lancé l'idée. Et cette idée-là taraudé l'esprit de tous les... Alors, il ne faut pas être jaloux de cette idée pour dire, bon, ah, mais parce que c'est lui qui a porté cette idée, il sera mis en avant-plan, nous serons derrière. Mais oui, ça a toujours été comme ça. Dans tous les pays du monde, dans toutes les révolutions, il y a toujours eu quelqu'un qui est devant. Le problème, c'est que lorsque vous êtes en face d'un arbre avec des bons fruits, que nous tous, nous sommes à 20, nous voulons manger de ce fruit-là, on ne va pas tous monter dans l'arbre. On va sélectionner entre nous, parmi nous, une personne qui soit habile, monter dans l'arbre. Ok? Maintenant, c'est nous en bas qui allons nous montrer la direction. Attention là-bas, monte là-bas. Le problème, c'est que lui, dans l'arbre, s'il commence à cueillir et manger l'arbre dans l'arbre seul, c'est ce qui crée des frustrations en bas. Ok? L'avantage ici, dans cette logique, dans cette philosophie de l'arbre, quand il cueille le fruit, sous la direction de ceux qui sont restés en bas, les premiers à bénéficier, ce sont ceux qui sont en bas parce que le fruit va tomber. Et puis on va l'attendre descendre pour la consommation commune. Si on va dans cette idée-là, dans cette logique politique-là, je ne verrai pas de problème. Parce que, vous savez, vous pouvez être en froid avec votre épouse, mais lorsque votre enfant pique une crise à 2 h du matin, je crois que vous allez tous vous mettre ensemble pour amener l'enfant à l'hôpital. Donc, nous en appelons au leadership du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, de pouvoir inciter cet effet drapeau qu'il appelle Fayoulou, qui répond positivement à l'appel de Fayoulou, qu'il appelle Joseph Kabila. L'autre là aussi on l'attend, parce qu'on nous a gavé de théories ici, des fénestrations, etc. Nous les Congolais, on veut parler français plus que les Français de la France. Mais jamais ce Français-là n'a pu faire atterrir la cuisse de poulet dans l'assiette du plus démuni. On attend Kabila dans sa défenestration. Parce qu'en principe, on va le dire, il est sénateur à vie. En principe, il devrait faire profiter au pays de son expertise. Il a défenestré. Il faut qu'il vienne nous dire en quoi a consisté cette démarche de défenestration. Le fait de ne pas le dire, ça va conforter la théorie d'affirmer qu'il n'est pas congolais. Voilà, nous restons dans la même logique du dialogue. Nous avons évoqué ici pour chercher de faire taire les armes dans la partie est de la République. C'est un must. Oui, c'est vrai que dans l'est, mais ici aussi, chez nous, non loin de Kinshasa, dans le Kwamouth, ça continue. Et cette situation sécuritaire de la République démocratique du Congo, qui devient de plus en plus préoccupante, apparemment, nous la prenons avec beaucoup de légèreté. Mais justement, c'est ce qui impose même ce dialogue-là. Parce qu'à Mobundo là-bas, mais Mobundo n'est pas apparu par le hasard. Hein? Je crois qu'il y a quelque chose qui se justifie. Peut-être c'est quelqu'un qui est derrière, mais ce quelqu'un-là, c'est qui? Qu'est-ce qu'il veut? Il a quoi comme cahier de charge? Il faut tirer au clair. Et on ne peut tirer au clair cette situation d'insécurité interne, cette situation d'insécurité au niveau des frontières, qu'en étant ensemble. Et sans oublier cet aspect, le complot est mondial. C'est Lumumba qui l'a dit. Et nos voisins font partie du mondial. Mais ceux qui sont un peu plus loin, ils font partie du mondial. Mais il faudra que nous puissions prendre conscience des réalités auxquelles nous sommes confrontés. Et c'est cette prise de conscience qui va dicter cette attitude-là. Ok? Et la seule attitude, maintenant là, parce que ici nous sommes au niveau du plateau, si ça brûle dans un coin de ce bâtiment, nous allons arrêter l'émission pour aller éteindre le feu. C'est pareil. Arrêtons nos différends, mettons de côté nos différends, favorisons l'intérêt général. Et l'intérêt général, parce que vous savez, mon doigt ici, je peux l'agiter parce qu'il est collé à mon corps. Il y a même un adage de chez nous qui dit « Pourquoi attends mon tout? Pourquoi attends chez moi ?» Ce qui atteint la tête, atteint le cou. Si le cou a mal, la tête a mal, c'est tout le corps qui a mal. Vous pensez vraiment que ce qui se passe à l'est du pays, vous avez mal là? Vous avez mal? Les questions sont miennes. Voilà. Quand je vous pose, je regarde la caméra, je ne vous regarde pas vous. Et je regarde le miroir, je me regarde moi aussi. Est-ce que ce que ressentent véritablement nos frères à l'Est, c'est ce que ressentent nos frères à Chimbulu, à Kabwela, à Fasila, à Katasaki?
Je ne pense pas. C'est pourquoi il y a lieu de s'arrêter. Parce que je peux agiter mon doigt parce qu'il est collé à mon corps. Mais si on coupe mon doigt, on le met quelque part, je ne saurais jamais l'agiter. Donc pour que je puisse agiter, il faut qu'il y ait une unité de corps et une unité d'esprit. Et nous avons besoin de cette unité-là. Et Lumumba en a appelé à cette unité-là en 59. Pourquoi qu'est-ce qui s'est passé entre 59 et aujourd'hui? Le Paris Saint-Germain, je pense qu'il a raté. Il est en compétition Ligue des Champions depuis plusieurs fois, oui, mais n'a jamais soulevé la coupe. Mais le Paris Saint-Germain ne va pas se fatiguer, ok, pour continuer la lutte. Si nous avons manqué des rendez-vous au niveau des dialogues précédents, ça ne peut pas nous empêcher d'avoir des dialogues futurs et même actuels, ce que nous envisageons. Donc le dialogue, c'est un must. Fayoulou, il a dit, mais moi je l'avais au fond de mon cœur. Voilà, merci beaucoup. Je pense que je vous accorde une minute parce que nous sommes arrivés à la fin. Ces Congolais qui vous suivent, un message d'espoir pour eux. Un message d'espoir, je crois que le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes un parti chrétien, a le Congo entre ses mains. Je crois que si nous, au RDC, nous avons soutenu le président Félix Antoine Tshisekedi, c'est pour deux raisons. La première, c'est le fait qu'il soit le fils du Sphinx. Moi, je sais ce que ça veut dire être le fils de quelqu'un. Parce que vous savez, il y a des moments où j'ai envie de planer, mais lorsque je me souviens que je suis le fils de Félicien Tchibango Tchassoukarala, le triangle, le Ngabien, l'homme du 20e étage du sous-sol, ça me fait revenir les pieds sur terre. Et je suis sûr que la lutte, le combat politique du père de Félix Antoine Tshisekedi va toujours respirer derrière le dos de Tshisekedi. C'est la première raison, parce que nous savons que Tshisekedi est la personne la mieux prédisposée à continuer la lutte. C'est la première raison que qui a motivé notre soutien au chef. La deuxième raison, c'est le fait qu'il ait dédié la nation à Dieu. Dieu a entre les mains la RDC. Et lui, c'est comme Moïse. Moïse qui est appelé à sortir le peuple de la misère de l'Égypte pour le faire entrer vers une terre où coule le miel, vers un Congo plus beau qu'avant. Et dans la marche, vous vous souvenez qu'il y a plusieurs erreurs qui ont été commises. Ok, plusieurs erreurs. Et c'est à cause d'une seule erreur que Dieu a dit, parce que Moïse était appelé non seulement à sortir avec le peuple, mais aussi à entrer avec le peuple. Mais il n'est pas entré avec le peuple. Même le peuple qui est sorti de l'Égypte, ce n'est pas celui-là qui est entré. C'est à cause des erreurs en interne. Il ne faudrait pas qu'on commette beaucoup d'erreurs parce que nous risquons de décevoir notre Seigneur, parce qu'il a entre les mains la RDC et il veut que cette RDC-là soit effectivement la gâchette de l'Afrique. Et il y va de notre responsabilité. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Jean-Claude Tchibango, président du parti Rassemblement des démocrates chrétiens. Je pense que cette première invitation ou ce premier passage sera l'élément déclencheur de reste de passages qui viendront, parce que nous aurons aussi besoin de votre expertise sur toutes les questions de droit, parce que nous avons aussi une émission qui est purement consacrée dans le droit. L'émission s'intitule « Ce que dit le droit ». Donc nous prenons un fait et notre invité nous dit sur le plan juridique qu'est-ce qui est fait, de quelle manière c'est réprimandé. Je pense que vous aurez toujours cette disponibilité que vous avez eue aujourd'hui. Je suis tout oui. Vraiment, merci beaucoup et merci à toute la grande équipe technique qui nous a accompagnés. Il y a Torres Atibou, il y a Samuel Ilunga, à la régie, il y a Gelor Mouya et puis Don Benjamin Makolo. Je souhaite une bonne journée où je salue un ami, il s'appelle Bonheur Dina Koko, nous l'appelons communément Edzoka. Bonheur Dina Koko, salutations à toi. On se retrouve prochainement avec d'autres invités et d'autres thématiques. Au revoir.